Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, il est 19h50, c'est le journal et voici les titres de ce vendredi 25 juin. À la une ce soir, plus de 5 000 milliards de francs CFA. C'est le montant injecté pour la construction du chemin de fer Kribi-Mbalam sur plus de 500 km. Accord paraphé entre le gouvernement camerounais et les entreprises partenaires ce vendredi à Yaoundé. Les larmes du pardon ont coulé des yeux du journaliste Martin Kamumim cet après-midi à Douala. Le promoteur de Radio Sport Info, impliqué dans une affaire de mœurs, a fait son mea culpa à la victime, la jeune Malika Bahemi, au cours d'un point de presse. Dans ce journal également, on parle du taux de vaccination contre le Covid-19, toujours très faible, malgré la grande campagne lancée par le gouvernement. Explication du secrétaire permanent du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé, notre invité de la semaine. Voilà pour les titres. Le journaliste Martin Kamumim demande pardon, impliqué dans une affaire de mœurs qui défraie la chronique, était face à la presse ce jour. Le promoteur de Radio Sport Info a fait son mea culpa à la jeune Malika, à la gente féminine et à la société. Un acte qui intervient au lendemain d'une citation directe au tribunal de première instance de Bonandio pour la défense de la victime. Le compte rendu avec David Sandio et Thierry Nana. Tout se passe au cabinet en partner, entouré de ses conseils, Maître Patrice et Maître Mireille Biga Etia, en présence de son épouse, Martin Kamumim, commence par un rappel des faits dont il regrette d'ailleurs. Le 16 juin 2021, aux environs de 16 heures, les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos prises dans les locaux de notre entreprise. Submergé par la déferlante des messages, j'ai été troublé par cette situation inédite dans ma vie. Devant Dieu et les hommes, je regrette cette situation malheureuse. L'affaire des mœurs a profondément choqué et bousculé les sensibilités. Le journaliste demande pardon à la jeune Malika Bahemi, principale victime. Permettez-moi de m'adresser à la victime que j'imagine durement éprouvée. Malika, toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués, je te demande pardon. En tant qu'homme, grand frère et père, je regrette tout ce qui s'est produit. Lui aussi, en posture de parent, Martin Kamumim dit comprendre la colère de la famille de Malika. Je voudrais à présent m'adresser à ta famille qui s'est brusquement retrouvée sur les feux des projecteurs sans son consentement, malgré elle. J'imagine votre colère et votre souffrance de voir l'intimité de votre enfant ainsi dévoilée et mise sur la place publique. Je ne sais pas si vous aurez la force de pardonner, mais je vous le demande humblement. Aux femmes et aux personnes vulnérables, le promoteur de la radio RSI pleure de regret. Mes excuses les plus sincères, je les présente aussi à toutes les femmes et à tous ces hommes qui ont été choqués. Je pense particulièrement aux personnes fragiles que j'accompagne au quotidien. Martin Kamumim supplie toute la société et implore la rémission des péchés. Milan Kundera disait « Vivre dans un monde où nul n'est pardonné, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre
un enfer. Une sortie qui arrive au lendemain du dépôt de la citation directe au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo par le collectif des avocats de Malika Bayemi, même si la défense du journaliste déclare n'avoir pas encore été notifiée. Nous avons appris à travers les médias qu'une plainte a été initiée et déposée au parquet hier. Nous attendons que cette plainte ou cette citation directe soit servie à notre client et nous allons découvrir les infractions ou les infractions pour lesquelles il est poursuivi et nous aviserons. L'affaire a fait grand bruit et Martin Kamumim promet de se retirer momentanément des réseaux sociaux. Et à côté de ces larmes de regret, des larmes de détresse au quartier Bonamoussango, qui appelle le maire de la ville de Douala au secours. Cette localité de Douala, 5e, dominée par les marécages, souffre aussi de l'obstruction des voies de canalisation des eaux. Ces populations mettent tous leurs espoirs sur le prompt déploiement des engins de la mairie pour les éloigner du spectre des inondations dans ce quartier. Monique Naosifoso et Thierry Nana. Avec ces drains obstrués en saison des pluies, les populations du quartier Bonamoussango à Douala 5e craignent de se voir piégées par les eaux. C'est la mort dans l'âme qu'elles appellent le maire de la ville de Douala au secours pour éviter le pire. Nous perdons le sommeil dès que les pluies tombent. Toutes les eaux des autres quartiers se déversent chez nous. Nous supplions le super-maire de nous sortir de ces difficultés. Comme vous voyez les bananiers et d'autres ici, voilà la largeur du drain qui est tout rebouché. Entre-temps, avec les herbes et la terre et les boîtes, comme vous voyez là, ça a tout refermé le drain. Donc il n'y a plus moyen, quand l'eau vient, c'est obligé de rentrer au quartier, inonder la population. Avec l'axe du prolongement du boulevard de la Liberté pour Bonamoussadi, plusieurs dizaines de morts sont déjà enregistrées lors des traversées. Une main reste tendue pour améliorer l'usage de cette route. La route de Bonabo, qui on a déjà enregistré à plus de 25 morts, sans compter plus d'une centaine de blessés sur cette route, nous demandons qu'il peut faire quelque chose pour nous, pour freiner ces accidents, voir s'il faut faire une passerelle ou les dos d'âne. Dans la kyrielle de doléances adressées au premier magistrat de la ville, figurent des problèmes d'insécurité auxquels s'ajoutent ceux de la mobilité dans les espaces marchands. Le marché double balle qui est dans Bepanda Bonamoussango, que on demande, les populations attendent que ce quartier, le super-maire, essaye de demander qu'on classe tous les commerçants, qui soient ordonnés dans ce marché, afin que les voitures et autres et les piétons puissent avoir la possibilité de circuler aussi. Le quartier Bonamoussango n'a jamais bénéficié d'aucun centimètre de pavé, de route en pavé. Et nous avons un problème d'électrification dans tout le quartier. Sur le grand boulevard, il ne se passe pas une seconde sans que les passants soient agressés par coup de vol ou quoi que ce soit. Nous vous supplions, Papa Bassadine, le quartier Bonamoussango reconnaît que vous êtes l'homme de la situation et compte sur vous. Les 3/4 de Bonamoussango sont logés dans les marécages avec une population de 30 000 âmes, ce qui amplifie la possibilité d'inondation si les voies de canalisation ne sont pas dégagées avant le retour des grandes pluies. Et la situation risque d'être tendue demain au lieu dit Newtown, aéroport dans l'arrondissement de Douala 2e. La préfecture du Vouri vient de mettre en demeure les riverains et leur demande de libérer les sites dans le cadre des travaux d'assainissement des espaces aéroportuaires du Cameroun. La société civile dénonce cette méthode et attire l'attention des autorités sur le malaise social que cela peut produire. Yasser Trésor-Tanon et Marius Kosso. La mise en demeure signée le 24 juin 2021 par le premier adjoint du préfet du Vouri donne 48 heures aux habitants installés sur les environs de l'aéroport international de Douala pour libérer les lieux. Sinon, ils seront forcés comme ce fut le cas il y a 5 mois avec les premiers déguerpis. Une cause qui réunit ce vendredi au siège du Codas Caritas à Douala les acteurs de la société civile et hommes de médias. Ce que nous voulons, nous le peuple, nous voulons et que nous soyons mieux traités, en ce sens que nous soyons mieux préparés pour ces déguerpissements et que nous soyons récompensés à juste titre pour aller mieux nous installer ailleurs.
Pour le Plafodal, la plateforme des organisations pour la promotion du droit du logement décent au Cameroun, c'est un abus. Les riverains veulent bien partir, mais il faut un délai raisonnable et ils doivent être dédommagés. On ne comprend pas pourquoi, depuis 2017 jusqu'à ce jour, il n'y a que des menaces, la répression. On ne saurait s'opposer à ce que notre aéroport soit un modèle également en Afrique. Mais pour que cela y soit, nous souhaitons que ce gouvernement se joigne en nous, afin que nous recensions les populations qui vivent dans les 5 blocs. On évalue leurs biens et qu'ils soient indemnisés à juste titre pour qu'ils sortent de la misère. Il y a, nous parlons de 75 000 Camerounais qui essaient d'être dans la rue, près de 30 000 femmes, 21 jeunes. La date butoir de la mise en demeure, c'est ce samedi 26 juin. L'ambiance s'annonce électrique sur le terrain, un peu plus que la dernière fois, car personne ne veut perdre ses biens, surtout pas de cette façon. Et des présumés voleurs aux arrêts à Massagam, dans le département du Noun. Il s'agit de 2 jeunes accusés d'avoir braqué les passagers d'un véhicule de transport en commun et les dépouillé de leurs biens. Ils ont été présentés à la presse. On voit cela avec Yasser Trésor-Tanon et Njoya Nourdine. Dimanche 20 juin 2021, à 19h30, le commandant de brigade de gendarmerie de Massagam, arrondissement situé dans le département du Noun, est informé de ce que certains individus ont barricadé la route au lieu dit montagne de Massouan. Bilan des téléphones portables et 1 million de francs CFA emportés. Dimanche soir, nous avons été saisis par coup de téléphone. Nous faisons état de ce que certains individus ont barricadé la route au niveau de Massouan, au niveau de la colline, où ils ont l'habitude d'agresser. Et ils ont dépouillé les passagers de tous leurs biens. Les présumés coupables, les voici. Il s'agit des nommés Ibrahim Mokhtar et Moumoun Moussa. Ils sont présentés à la presse ce matin à l'esplanade de la compagnie de gendarmerie de Fumban. Cependant, ils clament leur innocence. Faux, retorque le commandant de brigade de terre de Massagam. Ils vont donc clamer quelle innocence. Pourtant, il dit qu'il connaît le mot opératoire. Moi, je sais que c'est un chef bandit en fait. Moi, je sais. Ils ne participent pas directement, mais ils donnent des directives. Leurs complices sont encore en fuite jusqu'ici. Mais le commandant par intérim de la compagnie de gendarmerie de Fumban affirme que des dispositions sont prises pour mettre la main sur eux. Ils sont encore en cavale, mais pour combien de temps? Puisque nous sommes vraiment déterminés à mettre fin à ce phénomène qui va crescendo. Et tout ce que je peux demander à la population, c'est d'être de plus en plus vigilante. Ibrahim Mokhtar et Moumoun Inoussa seront présentés devant les juridictions compétentes pour répondre des actes pour lesquels ils sont accusés. Et au quartier Vipanda à Tonnerre, ici à Douala, un commerçant interpellé ce jour. Ce dernier aurait monté un gang pour cambrioler dans l'entrepôt d'une entreprise disposant des produits alimentaires et basée au port autonome de Douala. Plus tard, le stock a été dissimulé dans un parking. Les éléments du commissariat numéro 9 ont ouvert une enquête qui a abouti à cette interpellation. Écoutez quelques réactions au micro de Thierry Nana. Eh bien, très tôt ce matin, nous avons été saisis par la direction de l'entreprise Promodis Sal, dont le siège est logé à la rue Koto, ici dans mon secteur, faisant état de ce que cette nuit, aux environs de 1 heure, un gang de malfrats armé d'armes blanches a pris en otage cette entreprise au niveau du port. Donc des vigiles ont été ligotés et par la suite ils ont défoncé les portillons et les portails de cette entreprise au niveau du port autonome de Douala. Par la suite ils ont passé les bureaux au pain fin. À 1 heure, on nous a appelé et qu'on a cambriolé notre société et puis nous nous sommes dirigés, mon responsable et moi, et Yango Edouard. Il est là, il m'a fait appel et puis je me suis dirigé donc au magasin. On a constaté comment est-ce qu'on a attaché les vigiles, ils ont cambriolé tout. Mais nous avons pris la résolution de contacter le commissariat 9e. Et puis c'est le commissariat 9e qui nous a aidé maintenant à suivre l'enquête. Et puis, depuis cette matinée, ils étaient là en train de mener l'enquête. Et entre-temps, on était en communication. Ils nous ont fait savoir que
On a saisi et puis nous nous sommes rendus sur les lieux tels que vous le constatez. Donc je n'ai rien à dire. J'ai constaté le vol dans la société. Et je vous l'annonçais en titre, le projet de construction du chemin de fer Mbalam au port de Kribi sur une distance de plus de 500 km est sur la bonne voie. Ce projet financé par les entreprises privées permettra de faciliter le transport et le transit en zone CEMAC, mais aussi la consolidation de l'intégration sous-régionale. Les précisions avec Delphine Fonkotene et Serge Alain Zébou. Le projet vise la construction de 540 km de voies ferrées pour relier les sites miniers d'Avina, situé non loin de la ville de Pointe-Noire au Congo et dont fait partie les dépôts de Nkout et Mbalam au Cameroun. Ce chemin de fer qui transportera 100 millions de tonnes par an permettra l'exploitation du gisement minier localisé dans le craton du Kasaï-Congo, situé au nord-est du Congo et au sud-est du Cameroun. Ces deux pays verront leur économie boostée à travers cette réalisation. Le Congo et le Cameroun deviendront communément la 5e plus grande puissance productrice de fer de la planète. Derrière l'Australie, qui produit entre 900 et 950 millions de tonnes par an, la Chine, le Brésil et l'Inde, et juste devant la Russie. La ligne ferroviaire au cœur du mémorandum d'entente signé ce 25 juin à Yaoundé entre le gouvernement du Cameroun et les sociétés partenaires va permettre d'injecter 10 milliards de dollars, soit environ 5 500 milliards de francs CFA, dans les économies camerounaises et congolaises, sans incidence négative sur les finances publiques. Il changera à coup sûr le visage du domaine ferroviaire dans le dispositif infrastructurel du Cameroun. Par ailleurs, mesdames et messieurs, le gouvernement pourra saisir cette opportunité pour intégrer le transport d'autres marchandises et pourquoi pas des personnes. La construction du chemin de fer Mbalam-Kribi sera entièrement financée par des entreprises privées réunies au sein d'un consortium. Ces entreprises sont des leaders de la construction, de la production et de l'exploitation du fer, ainsi que de l'acier dans le monde. Et vous l'avez dit, Delphine, c'est près de 5 000 milliards de francs CFA qui seront injectés pour la construction de cette ligne ferroviaire. La réalisation de ce projet va permettre de désenclaver plusieurs localités. Le Cameroun, au même titre que le Congo, vont en tirer profit. Reportage. D'après la maxime, quand la route passe, le développement suit. Et qui dit développement, dit création d'emplois. Ce sera en faveur des populations riveraines. C'est 20 000 emplois directs et indirects qui seront créés avec un début de la construction, une pose de la première pierre prévue pour fin 2021, avec dans la perspective dès 2024 le début de l'exploitation de ces 3 gisements, avec en perspective 100 millions de tonnes par an exportées par la voie du Cameroun initialement. Les Camerounais, à travers la construction du chemin de fer Mbalam-Kribi, bénéficieront également d'un transfert de compétences d'expatriés commis à la tâche. Avec pour objectif majeur le transport des minerais de fer, ce projet est une aubaine pour notre pays qui entend relancer l'exploitation du gisement de fer de Mbalam. Des usines de transformation du fer au Cameroun avant son exploitation sont prévues dans le projet de ces lignes ferrées. Une autre opportunité pour développer une véritable industrie de fer dans notre pays. Non seulement il permettra de relier le Cameroun au Congo en désenclavant au passage plusieurs zones rurales et de créer de dizaines de milliers d'emplois pendant la construction et l'exploitation, mais également il permettra à l'État du Cameroun de bénéficier des retombées fiscales considérables. La construction de la voie ferrée Mbalam-Kribi sera le plus grand projet minier de la zone CEMAC. Sa réalisation permettra d'atteindre au moins 30% de l'objectif de construction du chemin de fer fixé par la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030. Et dans le train de cette édition du journal, 53 officiers de police et de gendarmerie ont achevé ce vendredi un stage de commandement d'unité opérationnelle à l'école des forces et de sécurité, l'école internationale des forces et de sécurité. Cette nouvelle cuvée composée de Camerounais et 14 pays africains sont désormais parés pour manager les unités sur le terrain contre la lutte contre la grande criminalité. Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault.
Voici le major de cette deuxième cuvée de stagiaires commandant d'unité de sécurité de l'EI-Force. Le commissaire de police de deuxième classe, Adanou Jean-Marie, de la police républicaine du Bénin, reçoit ici son parchemin de premier de la classe avec la moyenne de 16,5 sur 20. Comme lui, 52 officiers de police et gendarmerie issus du Cameroun et de 14 nationalités africaines reçoivent ce vendredi au campus d'Hawaï leur diplôme de fin de stage. Un stage de 4 mois qui leur aura permis de se doter de toutes les aptitudes théoriques et pratiques nécessaires pour le bon management des unités sur le terrain. Cette formation répond à un besoin impératif et réel de nos différentes nations, de nos différentes forces, à avoir des commandants d'unités, des responsables à la place au niveau tactique, avec compétences pluridimensionnelles. Nous avons été édifiés sur plusieurs domaines. On a eu plusieurs modules. On a eu des mises en situation pratiques en rétablissement de l'ordre. La première session de 2020 avait connu la participation d'une trentaine d'officiers. Mais grâce à un financement spécial du président de la République, l'effectif a été revu à la hausse. La réussite de toutes ces activités est également à mettre à l'actif de la coopération Cameroun-France, qui soutient financièrement l'École internationale des forces de sécurité depuis 10 ans déjà. Un financement bien visible à travers la qualité des infrastructures mises en place pour une meilleure formation des stagiaires. L'ambassadeur de France, sous la conduite du directeur général de l'EI-Force, le général de brigade André Patrice Bitoté, a pu toucher du doigt l'essentiel du matériel. Je suis très content de ce que j'ai vu, que vous puissiez avoir des établissements qui accueillent dignement et dans des qualités internationales les stagiaires qui sont de très haut niveau ici. J'ai également vu les équipements de tir, tout ce qui participe au bien-être des stagiaires et leur formation, les salles de cours également. La cérémonie de ce vendredi au campus d'Hawaï est présidée par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, représentant personnel du ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense. Et parlons de cette distinction honorifique aux récipiendaires de la promotion du 20 mai 2021, présidée ce jour par l'ambassadeur du Cameroun en France. Près d'une vingtaine de personnes ont été élevées au rang de chevaliers de l'Ordre de la Valeur et chevaliers de l'Ordre du Mérite camerounais. Parmi les récipiendaires, Eric Golf Kouachou, en service à Canal 2 International. Notre correspondant à Paris est désormais chevalier de l'Ordre du Mérite camerounais. Et depuis la mort de Michael Jackson en 20 juin, l'on célèbre la journée mondiale du vitiligo, une maladie de la peau dont il a souffert longuement. Au Cameroun également, on dénombre plusieurs personnes atteintes de cette maladie. Et Mireille Flore, Defofotso et Marius Kosso ont rencontré une qui nous parle de ces difficultés dans cet élément. Elle vit avec le vitiligo depuis sa tendre enfance. C'est à l'âge de 9 ans que Stéphanie découvre des taches blanches sur son corps. Une dépigmentation involontaire de sa peau qui va augmenter au fur et à mesure qu'elle va prendre de l'âge. Ce sera difficile pour elle. Nous avons remarqué de par notre démarche que les personnes sont encore réticentes, les personnes qui en souffrent. Ils évitent de se mettre en association parce qu'ils n'assument pas encore véritablement leur statut. Mais aujourd'hui, elle a surmonté cette difficulté-là. Le regard des autres ne la dérange plus. Elle a mis sur pied une association pour aider les autres malades qui font encore face à cette difficulté-là. Car il faut dire que la stigmatisation est le véritable problème des malades du vitiligo. Les difficultés, déjà, d'abord, il y a au niveau du regard, premièrement, parce que comme on le dit, la sensibilisation, autant pour moi, est à ce niveau-là, le regard. Parce que la personne malade du vitiligo en elle-même ne souffre pas autant. Mais quand elle est discriminée, quand elle est frustrée, parce que les uns et les autres qui la voient pour la première fois n'acceptent pas, au vu du regard, ce qu'elle représente, ça devient très difficile pour la personne qui souffre. Le vitiligo est une maladie qui reste encore mal connue au Cameroun, bien qu'on dénombre au sein de la population un nombre important de malades. Au Cameroun, déjà, nous nous rendons compte que le vitiligo est assez mal connu. Donc aujourd'hui, en cette journée internationale du vitiligo, il est important pour nous de sensibiliser au maximum pour d'abord faire connaître la maladie,
parce qu'elle est très mal connue. Nous, la célébration ce 25 juin de la Journée mondiale du vitiligo est l'occasion d'attirer l'attention sur ce trouble de la dépigmentation de la peau. Et la recherche du traitement contre la Covid-19 s'accentue toutefois sur un vaccin ou un médicament moindre toxicité. Et les universités de Ngaoundéré et Yaoundé 1 veulent jouer ensemble un rôle primordial dans ce domaine. C'est le filtrat d'un séminaire qui vient de s'achever à Ngaoundéré avec en point à retenir les scientifiques camerounais et les physiciens notamment sont à pied d'œuvre. Eringele. La médecine et la recherche médicamenteuse notamment dans la lutte contre la pandémie se développent dans le monde autour de nouvelles composantes et les scientifiques camerounais apportent dans ce domaine des résultats pointus. D'autres nouvelles molécules, comme par exemple essayer avec la ténicilline, vous voyez un peu, ou d'autres plantes. Il y a une équipe d'Indiens qui a essayé aussi avec le piment, le ginseng, l'ail. Ils ont l'oignon. Ils ont montré que c'est aussi des composés qui ont des capacités à pouvoir inhiber le Covid-19. En Afrique, les départements de physique des facultés des sciences de l'université de Ngaoundéré et de l'université Yaoundé 1 échangent en permanence et veulent y jouer un rôle moteur dans une démarche pluridisciplinaire. Effectivement, la physique peut, les scientifiques ont des solutions. Et pour l'heure actuelle, je dirais que la solution n'est pas encore définitive, parce qu'en 1 an, en 6 mois, on ne peut pas encore avoir terminé. Il est question d'optimiser, il est question de chercher, par exemple, le meilleur médicament. Il est question aussi de réduire au maximum la toxicité. Il s'agit aussi de décomplexer les étudiants camerounais vis-à-vis des universités du Nord, à savoir qu'il est possible de compter sur les laboratoires de nos universités pour trouver des solutions à l'éradication de la Covid-19. c'est-à-dire comment utiliser le génie des Camerounais pour le Camerounais et au Cameroun. Donc ces séminaires rentrent vraiment dans cette mouvance-là, à savoir amener nos étudiants à comprendre que lorsqu'ils rentrent dans le laboratoire, il faut qu'ils sachent déjà à quoi servira leur recherche dans le domaine national. Cela passe par la valorisation des produits de la recherche, une recherche axée sur le développement qu'on veut productrice de bien-être pour les populations. Et le taux de vaccination contre la Covid-19 au Cameroun demeure très faible malgré de nombreux appels et les assurances du gouvernement. Ceci est dû au côté réfractaire et aux croyances religieuses de certaines populations. Mais nous, on en parle ce soir avec le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique, Shalom Ndoula. Notre invité de la semaine répond aux questions de Lille Piédio. Shalom Ndoula, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que c'est un chemin qui a été bien précis, c'est-à-dire donner l'impression qu'on est en train de vaincre cette pandémie-là et après un moment signaler une résurgence pour facilement introduire le vaccin au sein de la population et avoir des financements? On est dans quelque chose qui est de très sérieux. Il y a des gens qui perçoivent le risque de cela. Et on ne veut pas que la situation s'empire. Et donc, il faut agir au moment où on pense qu'on n'est pas encore à un stade de gravité, mais on perçoit le niveau de gravité. Mais on va vous dire que ça a été pareil avec le VIH-Sida. On a crié que c'était grave, que c'était une pandémie. Mais finalement, il n'y a pas eu de vaccin, mais on a réussi. On continue avec les campagnes de sensibilisation, les messages auprès de la population. Pour le VIH, on a mis beaucoup de temps à le vaincre. Le sida a commencé avant 1990. Et aujourd'hui, on a encore des orphelins, des personnes qui ont été affectées durement au cours de leur vie à cause de cette pandémie. Et au moment du VIH, on n'a pas parlé de vaccin. On n'avait pas la technologie à l'époque pour aller plus rapidement avec des solutions. Vous voyez, la technologie évolue pas seulement en matière de communication, on parle de téléphone avec beaucoup d'options aujourd'hui, même en matière de développement des solutions médicales. La technologie évolue tous les jours. Quelque chose qu'on pouvait faire en 10 ans à l'époque, on peut le faire assez rapidement. Et donc, on ne peut pas laisser de côté une solution qui peut apporter quelque chose de positif juste parce qu'on a des considérations liées au choix individuel. Et on oublie que des personnes sont en attente justement de cette vaccination. La mission de l'État, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition quelque chose qui peut
susciter le choix des personnes. On ne peut pas se limiter seulement à la volonté des personnes qui n'en veulent pas. Mais vous qui travaillez au sein du ministère de la Santé et qui êtes dans le domaine de la vaccination avec en permanence la gestion de ces vaccins-là, que vous pouvez rassurer, il faudrait rassurer l'opinion publique. Ça, le problème, on a vu des parents se braquer pour la vaccination de leurs enfants. Jusqu'à présent, on a une couverture vaccinale qui n'a pas encore atteint les objectifs recherchés au niveau du ministère de la Santé parce qu'il y a des croyances religieuses, il y a des traditionnalistes. Justement, c'est ce qu'on est en train de faire. En rassurant, on dit d'abord que ce n'est pas un vaccin obligatoire. Normalement, on ne devait pas avoir une inquiétude sur quelque chose qu'on vous propose, dont vous avez le choix de choisir. Premièrement. Deuxièmement, vous avez le temps d'observer avec beaucoup de recul ce que vous voyez autour de vous. À un moment, si vous en avez besoin, vous prenez. Si vous n'en avez pas besoin, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous parlez des solutions dites endogènes. Quelque chose qu'on n'a pas négligé, c'est vraiment un potentiel de développer la thérapeutique autour de ce que nous avons. Justement, on doit, c'est une opportunité au cours d'une pandémie de chercher à avoir d'autres solutions, même des solutions que nous pouvons utiliser localement pour répondre aux exigences ou bien aux besoins de la population. Shalom Doula, merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé pour Douala pour répondre à cette problématique liée au vaccin du Covid-19. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité de la semaine. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir. Merci Lille. Et on parle également de sport ce soir. Un autre Camerounais, après Francis Ngannou, est sur le point de décrocher le titre de champion du monde de l'Extreme Fighting Championship. Il s'agit de Samuel Billon qui va affronter tout à l'heure le combattant Lee Chadwick pour la ceinture mi-lourd. On voit cela avec David Sandio. Simon Henley Billon. By way of Cameroon. Le Camerounais Simon Billon, champion continental de la catégorie des mi-lourds de l'Extreme Fighting Championship, combat ce 25 juin 2021 au Baltimore 261, c'est aux États-Unis d'Amérique. En face, le combattant de nationalité anglaise, Lee Chadwick. L'enjeu majeur de ce combat, c'est la ceinture mondiale dans la catégorie des mi-lourds. Le combat dans la cage donne favori Lee Chadwick, détenteur de la ceinture mondiale tant convoité. L'Anglais se fait encore appeler le boucher et compte faire d'une simple bouchée son adversaire. Il est pétri d'expérience et les bookmakers le donnent favori. Mais le Camerounais Simon Billon est sur une phase ascendante, une ascension fulgurante d'ailleurs. Il reste sur une série de 6 victoires par élimination directe, soit 4 victoires consécutives par KO sur les 7 derniers combats, l'unique défaite étant par soumission. Après de nombreux mois de préparation, Simon Billon compte faire briller désormais les couleurs nationales ce soir. Et vous l'avez compris, il s'agit de Simon Billon et non Samuel Billon. Donc, un clin d'œil pour Samuel Billon de la CRTV. C'est donc terminé pour cette édition du journal. N'oubliez pas que samedi, demain, affiche la grande affiche sur les antennes de Canal 2 International pour l'Euro, 8e de finale, Italie. Autriche, l'équipe de Canal 2 s'est encore mobilisée pour vous offrir un autre spectacle demain. Et c'est donc ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure. Demain, retrouvez Yasser Trésantano pour le journal du week-end. Bonsoir.